visiter votre ferme, par exemple, ou viennent visiter votre petite usine, ou viennent vous visiter votre atelier de couture moderne, etc., ou essayent même vos vêtements et commencent à les porter, ou vous encouragent par rapport à ce que vous produisez, vos chaussures, vos mix, etc. Il n'y a pas plus valorisant que cela. Et ensuite, cela sensibilise déjà les députés eux-mêmes, qu'il y a beaucoup de jeunes qui, parce que si le contact avec la jeunesse, ce n'est que quand il y a des problèmes, vous voyez, ça crée ce déphasage dont tu parlais. Donc, si ces jeunes, par exemple, si ces députés et même ces ministres qui sortent rarement de leur ville arrivent dans la campagne et au lieu d'aller à un deuil ou à un mariage, ils vont plutôt visiter ces entrepreneurs jeunes, vont visiter tous ces projets-là. C'est une très, très bonne chose. Je peux vous dire que, par exemple, à l'école des ingénieurs agroalimentaires de Ngaoundéré, nous sommes arrivés là-bas, nous avons vu l'état des équipements, l'état des machines qui n'ont jamais été renouvelées depuis l'inauguration Paejo de cette école. Et donc, nous avons décidé, le président de l'Assemblée nationale a décidé d'offrir une unité de production de yaourt toute neuve, importée bien sûr, qui aujourd'hui aide ces apprenants dans les produits laitiers, les aide à travailler. Nous avons par exemple suivi un jeune quand nous étions à l'ouest, à Fumbot, et plusieurs autres d'ailleurs, qui a reçu de la part du président de l'Assemblée nationale une pick-up flambant neuve pour pouvoir travailler. Ce jeune aujourd'hui, c'était un jeune de la rue à Douala qui aujourd'hui emploie plus d'une trentaine de jeunes dans ses installations à Fumbot. Donc nous avons, ou à Koutaba, pardon. Et donc nous avons beaucoup d'exemples de réussite comme ça que nous proposons donc aux autres jeunes de leur dire que c'est possible aujourd'hui. Et c'est cela même l'impact, cette sensibilisation et cette valorisation. Maintenant, le travail du contrôle de l'action gouvernementale par rapport à la jeunesse et les plaidoyers que nous avons lors des débats sur les lois de finances, les débats les plus intenses viennent toujours des membres du REG et notamment du coordinateur, du vice-coordinateur, etc., sur les positions à prendre pour les jeunes. Si aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, si aujourd'hui, dans la loi de finances, les entreprises qui embauchent des jeunes pour leur premier emploi de moins de 35 ans sont exemptes de charges patronales sur ces emplois-là, c'est une immense victoire. Maintenant, malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le savent pas ou beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas le comprendre ou le savoir ou qui préfèrent toujours payer plus cher pour prendre des gens un peu plus âgés avec plus d'expérience. Donc voilà. Maintenant, sur le déphasage ou l'âge des députés, je pense que c'est une des raisons d'être même du réseau. Si le Parlement était jeune, ou très jeune même, le réseau n'aurait pas raison d'être. Nous existons parce que nous avons constaté ce déphasage et que ces 60% des Camerounais sont jeunes et très jeunes et donc ceux qui sont à l'Assemblée nationale sont un peu plus âgés. Mais vous savez, la plus grosse difficulté que j'ai en tant que vice-président d'un parti politique, c'est de trouver des candidats jeunes, que ce soit au niveau des conseils municipaux ou au niveau parlementaire. C'est très, très difficile d'en trouver pour diverses raisons. Déjà, le code n'est pas bon parce que je ne vois pas pourquoi un jeune devrait payer une caution pour être candidat. Et ça, c'est un autre débat, mais pour revenir sur la question, oui, vous avez absolument raison, mais c'est le rôle justement du REG de créer ce lien et de remettre en phase la problématique de la jeunesse sur le constat que ces jeunes, malheureusement, pour la plupart, ne participent pas dans la vie politique. Donc, non seulement ils n'influencent pas le vote, et ça, c'est très, très dangereux parce que si vous n'influencez pas le vote dans votre circonscription, alors ceux qui sont élus ne s'occupent pas de vous. Donc, il faut un réseau de parlementaires qui comprennent qu'il y a autre chose que juste le fait qu'on ne veut pas voter et donc qui essayent de porter ces doléances et de porter ces propositions de la jeunesse auprès de la Chambre entière. Donc, c'est ce que nous faisons.
Et c'est pour cela que nous sommes si importants. Et comme je le disais, mon souhait, c'est que le Parlement soit 80% jeune et très jeune. Et ce jour-là, ce réseau n'aura plus raison d'être. Voilà. Ok, merci beaucoup, honorable. Je nous prierai d'être assez bref dans vos réponses parce qu'il y a plusieurs questions. Et je prie aussi aux participants d'être attentifs aux questions et aux réponses parce que l'honorable est en train de répondre aux questions, mais on a des risques d'être répétés. Donc, il y a des téléphones qui ne sont pas identifiables. Donc, rassurez-vous avant de poser une question, de mettre votre nom pour que vous soyez assez identifiable. Pour nos frères anglophones, je nous excuse de l'absence de traduction, mais vous pouvez toujours poser vos questions en anglais. L'honorable est assez bilingue. Et je répondrai en anglais. Monsieur Yamen, vous avez la question. D'accord, merci, honorable. Monsieur Yamen, vous avez la parole. Bonsoir, j'espère que vous me saisissez parfaitement. Bonsoir. De votre déroulé, honorable, vous avez évoqué le sujet de l'employabilité, au niveau de l'employabilité des jeunes en réalité, au niveau du financement de leur projet, par exemple, quand vous évoquez le fait que vous êtes allé dans le Nord pour essayer de primer certains meilleurs projets. J'aimerais vous poser la question de savoir, je veux pas parler de moi, parce qu'on dit le moi, ils savent, j'aimerais parler des jeunes de mon âge. Pourquoi, par exemple, ne pas organiser des séminaires publics afin peut-être de primer certains projets que vous pensez, par exemple, être les meilleurs? Parce que nous, au niveau de notre municipalité, de fois, on soumet des projets, dans le cas du projet, par exemple, Propaège, qui a été lancé récemment, on n'a même pas déjà de suite. Pourtant, dans notre propre institution, il y a la faculté de génie industriel de Douala qui avait lancé ce type de concours, il primait des meilleurs projets. On avait pratiquement été des meilleurs, mais quand on revient dans nos municipalités, on soumet ce genre de projet et avec un business plan, comment ça pourra créer des emplois. On n'a eu jamais une suite jusqu'aujourd'hui. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ne pas, si c'est possible chez vous, d'organiser peut-être ce genre de séminaire, mais de manière publique, pour que des jeunes qui ont des projets puissent venir les soumettre avec des prototypes, par exemple, et vous expliquer comment ça pourra générer des emplois, comment ça fonctionne, comment ça pourra développer peut-être le Cameroun dans tel ou tel secteur. Merci. Ah oui. OK. Alors, Monsieur Niamen, merci pour cette question qui est au centre même de nos préoccupations. J'aimerais juste dire que quand nous faisons notre caravane, nous faisons exactement cela, c'est-à-dire que nous parcourons tous les arrondissements de la région et nous travaillons avec tous les démembrements sectoriels de la région pour essayer d'identifier ces jeunes-là. Je sais qu'il y a encore beaucoup à faire parce que très souvent on nous présente les mauvais jeunes, mais voyez-vous, nous ne sommes pas, nous essayons de faire un travail plus ou moins associatif plutôt qu'un travail institutionnel, et nous utilisons le fait qu'on a un pouvoir institutionnel pour le faire avec beaucoup plus d'autorité que si c'était une ONG qui le faisait. Donc c'est ce que nous faisons région par région. Et donc nous allons venir dans le littoral probablement avant la fin de l'année ou juste en début d'année pour essayer d'identifier tous ces projets à primer. Et à chaque fois que nous faisons cet exercice, il est entièrement public. Mais je travaille sur un projet, sur ce projet-là, justement, de faire une activité nationale au mois de juin. Et donc, je me réjouirai de discuter avec vous et je prierai donc au modérateur de vous remettre mes contacts et pour qu'on puisse entrer en contact. Là, j'ai une semaine un peu agitée, mais peut-être la semaine prochaine, qu'on puisse entrer en contact pour pouvoir et que vous me donnez les idées de ce que vous pensez doit être fait pour que dès le mois de juin, on passe d'un exercice régional à un exercice national. Bonsoir, merci de m'avoir passé la parole. Okay. So I wish to ask that, given that the voting age is 20 years in Cameroon, does that mean if you're below that age, you can't participate maybe in a political activity or maybe
I don't know. I just wish you know about that. Thank you. Well, are you following me? Yes, I'm following you, sir. Okay. I think it's well, we have a very funny electoral code, permit me say that way, which prohibits politics in schools, which is, to my opinion, not correct, because that's where you forge the political future of a country. But there is absolutely no restriction for a child of 2 years to participate in a political activity or meeting. It's just that until the age of 20, you will not be allowed to vote, and until the age of 23, you will not be allowed to be a member of parliament. Those are the things we're fighting against, because it's not consistent with the rest. I mean, you cannot have only obligations and you have no rights. You cannot be thrown into prison at the age of 16 and you start paying tax at the age of 18, and then you can only be an MP at the age of 23. So those are the things we're working against, and I hope I've been able to answer your question. Ok, merci beaucoup, honorable. Il y a un participant dans le chat qui demande à savoir les critères de sélection pour participer au Parlement jeune. Quels sont les critères de sélection pour un jeune participer au Parlement jeune? Alors, pour l'instant, on est en train de l'améliorer. Hein. Donc, il y aura des nouveaux critères qui vont venir pour l'édition 2021. Mais jusqu'à présent, c'était des jeunes de moins de 23 ans, je crois, qui étaient sélectionnés, comme je le disais, sur la base des termes de référence que nous émettions, qui sont sélectionnés par les maires, donc les communes, et en synergie avec le MINJEC, dans le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ainsi que je crois qu'il y a aussi le Conseil national de la jeunesse qui s'y mêlait, et la sous-préfecture de chaque arrondissement. Donc, voilà ce qui a été fait jusqu'à présent. Et bien évidemment, nous consultons aussi les députés concernés. C'est-à-dire que puisque le député jeune est le miroir jeune du député senior, et donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées. Je discutais avec 2-3 députés jeunes l'autre jour, il y a 2-3 jours dans mes bureaux à Douala, et j'étais en train de leur dire que nous devons travailler. D'ailleurs, je leur ai demandé de me faire des propositions sur comment ça peut être amélioré, et je les aurai dès que je retourne sur Douala demain. Donc, nous aurons des nouveaux critères à partir de 2021. Mais l'idée, c'est d'avoir un jeune qui est le relais jeune du député en activité. Ok. Je crois que le participant a très bien compris. David Okoudi, tu as la parole. Ok, merci. Bon après-midi encore. Bonjour. Merci pour l'échange. Je vais aller très direct. Nous avons vu tout récemment votre frère, l'honorable Nugel, qui est très actif sur la question des dons qu'a reçu le gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19. À savoir entre autres saleries et bien d'autres denrées alimentaires, y compris les sommes d'argent reçues par notre gouvernement, données par les particuliers pour lutter contre cette pandémie. Alors ma question est de savoir justement, à votre niveau, qu'est-ce qui a déjà été fait pour que lumière soit faite sur ces différents dons, d'abord en denrées alimentaires, mais aussi en termes financiers, parce qu'une organisation de la société civile de la place a fait une étude, et d'après son étude publiée sur son site, a démontré qu'il y a un gap de plus de 500 millions de francs CFA qui ne sont pas retrouvés dans le compte rendu que le gouvernement a fait sur les dons reçus. À votre niveau, l'enquête parlementaire, qu'est-ce qu'il en est?
par rapport à cela? Est-ce que vous avez suivi particulièrement et quelle est votre position? Est-ce que la population peut être éclairée sur ce gap et aussi sur les dons en denrées alimentaires qui sont Honorable. Oui. Alors, je crois que j'ai entendu la moitié de la question, mais je vais me permettre d'essayer de répondre. Sur la question autour des dons sur la COVID-19 et les fonds spéciaux, j'aimerais juste dire ici là, que l'honorable Nietzsche est dans son rôle. Le rôle d'un député, c'est l'action gouvernementale et de légiférer. Et je pense que quand on contrôle l'action gouvernementale, on devrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'on devrait mettre sur pied, tel que la loi le dispose, des commissions d'enquête parlementaire. Et une commission d'enquête parlementaire ne peut qu'être mise sur pied par le président de l'Assemblée nationale. C'est son pouvoir régalien. Et donc, cela n'a pas encore été fait jusqu'à présent, mais je pense que beaucoup de parlementaires sont d'accord sur le fait qu'une enquête parlementaire doit être effectuée. Maintenant, est-ce que l'enquête parlementaire doit être effectuée en plein Covid? Ou est-ce que nous devons dire que nous savons que ça s'est mal passé et le temps de l'enquête viendra une fois qu'on aura maîtrisé ce Covid? Ça, c'est le débat de l'heure ici à Yaoundé. Maintenant, pas aller dans un sens comme dans l'autre, mais j'aimerais dire qu'au-delà des sacs de riz, au-delà des dons qui ont été faits, je pense que le plus important, c'est déjà de savoir pourquoi est-ce que un pays qui a un fonds spécial, donc ce qu'on appelle les CAS, sur ces genres d'urgence, pourquoi est-ce que ce pays doit recourir à des dons alors que année après année, on reverse 2 milliards de francs de notre budget sur ce compte d'affectation spéciale-là. Donc aujourd'hui, ce compte d'affectation spéciale existe depuis l'ACNIOS. Aujourd'hui, nous devrions, d'ailleurs, on a utilisé une partie quand il y a eu des inondations dans le Nord. Aujourd'hui, on devrait pouvoir dire que ce compte regorge au moins 300-400 milliards de francs et qu'on allait utiliser l'argent de ce compte d'affectation spéciale pour justement pallier aux déficiences imposées par la COVID-19. On ne l'a pas fait. Donc, il y a beaucoup d'autres questions, beaucoup plus techniques, mais beaucoup plus importantes pour le pays qui peuvent être posées. Mais ce qui est constant, et là je mets mon chapeau de député du SDF, ce qui est constant, c'est que la malgouvernance dans notre pays est un fait. Et donc, nous ne sommes pas surpris quand ces choses-là arrivent, mais nous disons qu'il faut, même avec cette malgouvernance, qu'il faut comment dirais-je, de la transparence, il faut qu'il y ait une justice et il faut que ceux qui ont détourné ces fonds payent. Donc, comme je disais, on ne sait pas si c'est indiqué d'aujourd'hui d'aller prendre les médecins et les préfets et les ministres et les enfermer aujourd'hui, ou s'il faut attendre que la lutte contre la Covid baisse un tout petit peu avant d'y aller. Mais à mon humble avis, tel qu'avec tous les autres scandales, tant que ce gouvernement reste en place, rien ne sera fait. Maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, vous nous avez demandé ce qu'on fait. Déjà, on a agi très en retard par rapport aux autres institutions dans le domaine des cotisations, parce que nous pensons que ce n'est pas la voie à prendre. Ce pays dispose justement, comme je le disais, d'un compte d'affectation spéciale pour les calamités. Donc, on devrait pouvoir l'utiliser, les urgences, on devrait pouvoir l'utiliser. Deuxièmement, si on a un déficit sanitaire aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'année après année, le budget d'investissement de la santé n'a pas été pris en compte. Et moi, je suis certain
qu'aujourd'hui, on a créé tous ces hôpitaux spéciaux et on a importé autant de matériel, parce que pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, ceux qui décident, ceux qui gèrent l'argent du contribuable, surtout en termes de santé publique, ne pouvaient plus être évacués parce que les frontières étaient fermées. Et subitement, il fallait avoir des hôpitaux aux normes européennes et donc importer tout par des vols spéciaux. On a même créé un hôpital dans Orca, on a même transformé des stades en hôpitaux, etc. Si on pouvait encore évacuer tous ceux qui décident, tous ceux qui sont au gouvernement, je ne pense pas qu'on aurait fait tout ça. Donc, je pense qu'il faut regarder cette question de façon beaucoup plus globale, mais donnons le temps à cette pandémie de s'escompter, donnons aussi le temps à nous-mêmes, population, en dehors même du gouvernement, de trouver nos repères socio-économiques pour relancer nos activités et nos vies. Et ensuite, qu'on s'assoit à table et qu'on met le véritable problème sur la table. Pour moi, le véritable problème, ce n'est pas seulement celui qui a volé le sac de riz. Le véritable problème, c'est qu'on doit arriver au point où, avec une pandémie comme celle-là, on est à commander du riz sur la place publique pour nourrir les Camerounais. Voilà le véritable problème et c'est ça même l'indicateur même de l'échec de ce régime. Voilà un peu ma réponse. D'accord, merci beaucoup, honorable. Je vous en prie. Nous avons Madame Bessolo. Oui, Madame Bessolo. Madame Bessolo, bonsoir, vous avez la parole. Allô? Oui? Oui, vous m'entendez? Je vous entends. Bonsoir tout le monde et merci Monsieur le Bonsoir. député d'avoir répondu à cette invitation et surtout merci à l'organisation, à l'ONG de nous permettre, en tout cas nous autres qui sommes un petit peu plus loin, de suivre l'actualité politique au Cameroun. Alors, Monsieur le député, je souhaitais m'intéresser en fait à la question de la double nationalité au Cameroun, la question de savoir en fait où vous en êtes avec le débat concrètement et aussi relever certaines remarques. Nous voulons savoir en ce qui concerne la critique que l'ONG a adressée en tout cas aux institutions politiques au Cameroun. Nous souhaitons que la plupart de nos élus puissent se conformer un petit peu on va dire, à l'évolution de notre société en étant plus présents sur les réseaux sociaux. Parce que je pense que la question n'est pas le fait que les jeunes ne s'intéressent pas au débat démocratique, mais plutôt l'accessibilité au langage politique qui n'est peut-être pas accessible pour tout le monde. Et donc, que cette évolution-là puisse passer en tout cas par la visibilité de nos élus et notamment, par exemple, votre exemple, vous avez répondu à cette invitation, ça permet de nous rapprocher déjà de nos élus et aussi de pouvoir vous présenter nos problématiques. Et en ce qui concerne le programme, le réseau Espérance Jeunesse, je souhaitais mentionner que moi, je suis vice-présidente de l'association Parlement panafricain Junior. Donc, c'est une association qui s'intéresse beaucoup au débat parlementaire. Et nous voulons savoir si c'était possible. En tout cas, si vous avez déjà dans votre institution des jeunes qui s'occupent, qui travaillent avec vous concrètement sur ce grand projet, en tout cas, et cette opportunité que vous nous donnez de contribuer à l'évolution de notre pays, et aussi de savoir s'il était possible pour une association comme la nôtre de pouvoir nous rapprocher de vous. Pourquoi pas y retrouver de la ressource? Je vous remercie. Merci. Merci pour ces questions. J'étais en train de noter. Donc, alors, sur la double nationalité, je vais commencer par le départ. Je pense qu'on a beaucoup avancé. Il y a 6 ans, en 2014, quand j'ai posé la question sur la table, je pense que beaucoup de politiques et surtout de députés ne me donnaient pas 3 mois de vie politique de plus au Cameroun. Il faut savoir que changer les choses, c'est très, très compliqué, surtout dans des pays qui ne bougent pas comme le Cameroun. Donc, on a avancé dans le débat. J'ai déposé une proposition de loi. On a avancé sur le débat
Et je pense que le dernier point que les uns et les autres dans les sphères du pouvoir mettaient en avant, c'était le cas de Maître Lydiane Yeneyoum et je crois de Michel Thierry Atangana, qui sont sortis de prison parce qu'ils avaient la nationalité française. Et donc, je leur ai expliqué, je me permets d'en parler parce que c'était très important, je leur ai expliqué qu'au fait, la raison pour laquelle ils sont sortis de prison, c'est que vous n'avez pas pu faire prévaloir qu'ils sont Camerounais parce que notre loi dit que s'ils ont une autre nationalité, ils perdent automatiquement la nationalité camerounaise. Et donc, c'était cela qu'il fallait changer. Maintenant, il faut aller un peu plus loin et savoir qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui autorisent la double nationalité. Je crois qu'il n'y en a que 6 ou 7, si je ne me trompe pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il n'y a pas de disposition pénalisant le fait qu'un citoyen ait une autre nationalité. Mais quand vous traitez avec le pays, quand vous traitez avec le Cameroun et quand vous êtes au Cameroun, vous n'êtes que Camerounais. Vous ne pouvez pas être les deux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire prévaloir votre nationalité quelconque si vous êtes au Cameroun et vous êtes au Cameroun en tant que Camerounaise ou Camerounais. Donc ça, il faut que les gens le comprennent. Il ne s'agit pas que les gens jouent avec différentes nationalités comme avec des cartes au poker, mais le fait que d'avoir une autre nationalité pour quelque raison que ce soit par mariage, par opportunité économique, parce que le sport l'exige, etc., ne fait pas de vous un citoyen de deuxième zone quand vous êtes chez vous. Mais quand vous êtes chez vous, vous êtes Camerounais à 100% et on fait prévaloir les lois du Cameroun, les impôts du Cameroun, etc. Donc, parce qu'il y a un grand malentendu sur la question qu'il faut régulariser. Mais aujourd'hui, nous avons travaillé lors de la session de juin en tant que réseau Espérance Jeunesse sur le Code de l'homme et de la famille, dans lequel l'avant-projet qui porte déjà les dispositions assez claires que ce ne sera plus pénalisé. C'est-à-dire le fait que quelqu'un obtient une autre nationalité ne va pas le pénaliser en tant que Camerounais. Et je pense que c'est une très grande avancée parce qu'il s'agit aujourd'hui, nous estimons à presque 2,3 millions de personnes qui sont bloquées de participer à la vie sociale et économique au Cameroun pour ces raisons-là. Il faut peut-être que aussi, des fois, je dois expliquer que les gens doivent comprendre que du moment où quelqu'un a une autre nationalité, il ne peut même plus avoir un titre foncier au Cameroun, sauf sur dérogation expresse du président de la République, parce que c'est la loi. Donc, voilà toutes les complications que nous avons, que nous voulons lever avec cela. Et nous irons plus loin, parce que nous proposons même d'aller dans la véritable diaspora. La véritable diaspora, ce sont les Camerounais ou les enfants du Cameroun qui sont partis lors de l'esclavagisme, qui sont partis lors de la traite négrière, qui sont partis lors du colonialisme, qui se trouvent dans d'autres contrées et qui peuvent apporter beaucoup pour notre pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, lors de la fête nationale à Washington, tous ceux qui font des tests ADN et qui retrouvent leurs racines en Côte d'Ivoire reçoivent, lors de cette fête, un passeport ivoirien. Je peux vous dire que si vous voyez ce qui se passe aujourd'hui à Abidjan et ailleurs, il y a beaucoup d'investissements qui viennent de cette diaspora noire, cette diaspora afro-descendante ailleurs. Maintenant, sur plus de visibilité par les élus, Madame Abessolo, j'aimerais vous dire qu'un élu, s'il veut être réélu, il est visible auprès de ceux qui votent. Et c'est ce que je disais encore aux jeunes qui sont venus me voir avant-hier. Je leur ai dit, écoutez, tant que vous n'êtes pas inscrits pour voter et tant que la part des jeunes sur les listes électorales est infime, ceux qui passent leur mandat à travailler auprès de ces jeunes, ils sont assurés de perdre leurs élections. Donc, la loi électorale, quand je parle de la loi, je ne parle pas du code, je parle du jeu électoral. Le jeu électoral est clair. Si vous êtes député camerounais à Douala et vous passez votre temps à aller discuter avec les Maliens, vous allez perdre votre élection. Maintenant, si pour avoir l'importance de ces 60%, quelqu'un a parlé de 60% au début de discussion, il faut que les jeunes aillent s'inscrire. Et j'ai été honoré de participer à un séminaire, un workshop organisé par une ONG avec des jeunes venant de tout le Cameroun. Et leur plaidoyer, c'était que les jeunes de moins de 20 ans doivent voter.
Mais je leur ai dit, écoutez, vous êtes combien qui avaient plus de 20 ans dans la salle? Ils étaient plusieurs. Et j'ai demandé combien sont inscrits. Il n'y avait pas un. Je dis, mais alors si les 21 ans ne votent pas, les 22 ans ne votent pas, les 25 ans ne votent pas, pourquoi faudrait-il aller se battre pour que les 18 ans votent? Faisons déjà tout pour que les 20, 25 ans soient inscrits et que ce soit un devoir citoyen que quand vous atteignez le 1er janvier de vos 20 ans, le 2 janvier, vous êtes chez les CAM pour vous inscrire. C'est de ça qu'il s'agit déjà. Dans le jour où les élus sauront que la démographie électorale, excusez-moi du terme, n'est plus dans le pain sardine, mais plutôt sur Android, mais ils vont tous basculer. Et ceux qui ne vont pas basculer vont perdre les élections. Cela est clair. Et je veux le dire, nous autres qui travaillons essentiellement autour et avec et pour la jeunesse, nous payons un prix très, très lourd. Nous payons un prix très, très lourd parce que nos combats ne sont pas reconnus de façon électorale par ceux qui vont voter, qui ont pour la plupart plus de 50 et 60 ans. Donc il faut le savoir, dans cette visibilité des élus, elle est automatique quand l'élu se sent, comment dirais-je, quand l'élu doit communiquer pour rester élu, et quand l'élu doit rester en fonction et doit être compris, il va vers ceux qui votent. C'est un mécanisme automatique. Mais je suis d'accord avec vous que beaucoup doit être encore fait pour qu'il y ait plus de démocratie et donc qu'on pousse les élus beaucoup plus vers les populations. Vous savez, il y a du progrès déjà, mais il y a encore beaucoup à faire parce que déjà beaucoup d'élus, je dois le dire, ne peuvent pas utiliser un téléphone Android ou ne peuvent pas utiliser un laptop, etc. Mais ils pourraient se faire accompagner. Encore une fois, ça vient, maintenant c'est le deuxième volet de ce que j'aimerais dire, c'est de façon intentionnelle et pour pouvoir, comment dirais-je, infantiliser l'élu, que l'exécutif fait tout pour que les élus restent infantilisés et pauvres, c'est-à-dire que les députés n'ont pas le droit d'avoir des attachés. En fait, non, il n'est pas prévu une indemnité pour que les députés aient des attachés parlementaires. Dans le monde entier, les députés ont des attachés parlementaires qui s'occupent normalement de ce volet-là. Nous, on ne les a pas, on doit se débrouiller nous-mêmes. Quand vous voyez qu'on a été complètement coupé. Non, je voulais juste dire, je veux m'arrêter là parce que quand je deviens passionné, il faut arrêter de parler. Mais j'aimerais juste dire à Mme Abessolo qu'elle peut prendre mes contacts. Je me réjouis déjà d'avance de pouvoir échanger avec elle sur le Parlement panafricain de la jeunesse. Je suis un très bon ami de ce Parlement-là, pas de la jeunesse, mais le Parlement panafricain. Et donc, je me réjouis qu'elle fasse partie de cette discussion et puis qu'on puisse continuer cette discussion en dehors pour laisser la place à d'autres questions. D'accord. Je crois que Mme Abessolo a noté. Elle pourra vous recontacter. Mr. Poufan. Je crois que M. Poufan n'est pas connecté. Sa main est levée depuis. Mr. Eugène, you have the floor. Allô? Hello? Yes. Je suis là. Poufan? Ok, M. Poufan.